Bonjour, je vais corriger dans cette vidéo la partie B du DNS 3. Alors le sujet est inspiré d'une épreuve de concours. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé au maximum les questions posées et j'ai enlevé tout ce que vous pouvez pas faire. Donc si vous arrivez, si vous êtes à l'aise avec ce genre de sujet, c'est quand même bon signe pour la préparation des concours. Et donc ça, vous pouvez déjà le faire, hein. Bien qu'on soit en début de première année là, de préparation, vous pouvez déjà faire toutes les questions qui vont venir. Et ça représente une bonne partie de l'épreuve. On vous demande de déterminer la constante d'équilibre. En fait, ce qu'on vous demande, c'est simplement d'exprimer la loi d'action de masse pour l'équilibre qui est au-dessus à l'équilibre. Ça, c'est important de toujours préciser, quand vous appliquez la loi d'action de masse, que vous êtes à l'équilibre. Donc la constante K, K0 égale l'activité de CO2, donc c'est sa pression partielle, divisée par une pression de référence, fois l'activité d'un solide, mais ça vaut 1, divisé par l'activité d'un solide qui vaut 1. Donc finalement, on a une expression qui est assez simple de la constante d'équilibre, qui est celle-ci. On encadre le résultat. C'est quand vous avez fini une question, encadrer le résultat, c'est-à-dire la réponse à la question posée. Donc donner l'expression de la constante d'équilibre, donc c'est bon. Dans un récipient indéformable de volume 10 litres. Donc on va dire que mon récipient, allez, je décide comme ça fait 10 litres. Donc 10 litres, c'est en gros une cocotte minute, pour vous imaginer un petit peu la taille du récipient. Voilà. Donc vu que le volume est constant, en général ce genre de dispositifs doivent être assez costauds parce qu'il peut y avoir des variations de température, en plus 1000 Kelvin, et de pression qui sont assez importantes, donc mécaniquement ce truc là il doit être résistant. Et on a un système pour faire le vide dans le dispositif. Donc là vous avez une vanne et ici je rajoute une pompe qui, avant de commencer l'expérience, sert à chasser l'air dans le récipient. On chauffe, ça veut dire qu'il y a une résistance électrique que je représente comme ça. Hop, je mets un fil électrique. Ça peut se présenter comme ça, enfin quoique pour 1000 Kelvin, ça doit être un petit peu plus élaboré comme système de chauffage, mais bon, peu importe. Et j'introduis 0,10 mol de carbonate de calcium, ça veut dire que j'introduis un solide, CaCO3, dans le four. Et on vous demande la composition à l'équilibre du système. Et la réaction est celle-ci. Donc cette réaction-là, j'espère ne pas dire d'erreur, mais c'est celle qu'on utilise pour faire du ciment. Voilà, donc je vais commencer par faire la résolution. Donc j'écris l'équation chimique. Donc CaCO3, ça donne CaO, donc c'est la chaux, plus CO2. Alors je vous fais remarquer que ce processus-là dégage beaucoup de CO2. Il va en dégager d'autant plus que si vous chauffez en brûlant du pétrole, du gaz ou je ne sais quoi, ça va libérer encore plus de CO2. Donc c'est pas du tout, on va dire, écolo ce truc-là, mais très utile parce que beaucoup de constructions, les matériaux de construction, justement, sont fabriqués comme ça. Alors, je vais travailler en mol dans le tableau d'avancement. J'écris l'état initial et final. Donc, je prépare le tableau d'avancement. La constante K, elle vaut 0,2.
à 0,20. Et comme j'ai mis 0,10 mol de carbonate de calcium, et ici j'ai 0 et 0. Donc au départ, il n'y a pas du tout de gaz dans l'enceinte. Et quand je chauffe, la réaction va se produire. Et je vais avoir 0,10 moins x, x et x. Je vérifie que je ne me suis pas trompé dans les coefficients stoichiométriques. Ouais, c'est bon. Et je vais écrire la loi d'action de masse à l'équilibre. Donc je l'ai déjà écrit à la question d'avant, mais bon, je recopie. K0, ça vaut la pression partielle de CO2 sur P0. Et là, il faut que j'utilise une formule pour décrire mon gaz. Et la formule que je vais utiliser, c'est la loi des gaz parfaits. Alors dans le cours, vous avez différentes formules possibles. Alors comme on vous fixe le volume cette fois-ci, il faut utiliser la formule PV égale nRT. Si on avait fixé la pression, on aurait utilisé la formule PI, ou I, ça aurait été un constituant, XI fois la pression totale. Donc aujourd'hui, on n'utilise pas cette formule parce que ce qui est fixé, c'est le volume, c'est pas la pression totale. Donc ça dépend de l'exercice. Donc la formule que je vais utiliser, c'est P de CO2. C'est N de CO2, RT sur V. Donc ça donne. Et N de CO2, je vais le récupérer ici, dans l'état final, ça vaut X. Donc ça vaut X, RT sur P0 fois V, et V vaut 10 litres. Voilà. Et ça vaut 0,20. Et donc je peux en déduire petit x assez facilement. Ça vaut K0, P0, V sur RT. Alors dans l'énoncé, on vous donne une valeur approchée de 1 sur RT. Donc la raison, c'est parce que le jour du concours, vous n'aurez pas le droit à la calculatrice. Et donc on vous donne comme ça des valeurs pour que vous puissiez faire les applications numériques à la main, quoi, sans calculatrice. Donc moi je vais tricher un petit peu. Alors vous faites attention. Donc je détaille l'application numérique. Je vous conseille de faire ça à chaque fois. Parce que le détail de l'application numérique va vous éviter un grand nombre d'erreurs. En fait, on fait très très souvent des erreurs au moment des applications numériques, donc je parle pour moi également. Et si vous voulez limiter ces erreurs-là, détaillez l'application numérique. C'est important. Et c'est aussi important parce que un correcteur qui voit ça, il voit tout de suite si vous avez simplement fait une erreur de manipulation, enfin, oui, comme vous n'avez pas la calculatrice, ça n'arrivera pas, mais une erreur bête de calcul, vous avez oublié un facteur 10 ou je ne sais quoi, ou bien, au contraire, si vous êtes carrément planté, c'est-à-dire que la pression, au lieu de la mettre en pascal, ben vous l'avez mis en bar. Ça, ce serait une erreur. Le volume, au lieu de le mettre en mètre cube, vous l'avez mis en litres. Ce serait aussi une erreur. Et le fait de détailler l'application numérique, normalement ça doit limiter ce genre d'erreur. Et 10 litres, ça vaut 0,01 mètre cube. Je vous rappelle qu'un mètre cube c'est 1000 litres. Donc vous ne vous trompez pas dans les conversions. R ça vaut 8,314 et la température c'est 1100 Kelvin, sauf erreur. Je vérifie que c'est 1100 Kelvin. Donc je peux faire l'application numérique. Et je trouve 0,0219 mol. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de souci. Donc 0,02 c'est plus petit que 0,10. Donc je vais pas avoir de problème des réactifs qui va disparaître. Et dans ce cas, ça invaliderait ce calcul. Puisque lorsque j'écris la loi d'action de masse, ça suppose que tous les constituants de l'équation bilan sont présents. Et là, c'est le cas. Donc tout va bien. Et je peux du coup écrire la réponse. C'est 0,0219.
0,0219. Et lorsque je fais la petit calcul, voilà, je trouve ceci. On encadre le résultat. Alors au niveau de la présentation, c'est peut-être un peu light là, ce que je fais. L'avantage de cette façon de procéder, c'est que c'est assez rapide. Mais le désavantage, c'est que ça ne met pas bien en évidence le résultat final. Hein, ce serait bien de l'écrire en dessous. Conclusion, n de CaCO3 final égale n2, etc. Bon, là, on va dire c'est une histoire de présentation. Donc, ça peut ne pas suffire. Bon. Là, vous êtes dépendant de l'examinateur. Aurait été à l'expérience avec un volume de 100 litres. Donc, cette fois-ci, je reprends le calcul. Donc, voilà, je peux reprendre le résultat de la question d'avant. X, ça valait K0, P0V sur RT. K0, P0V sur RT. Je détaille l'application numérique. Donc cette fois-ci j'ai 100 litres, donc c'est 0,1 m3 divisé par 8,314 fois 1000. Donc en fait je trouve 10 fois plus que tout à l'heure. Donc je trouve 0,219 mol. Et là il y a un problème parce que on se retrouve avec une quantité négative de CaCO3. Donc dans ce cas-là, négative de CaCO3. Donc évidemment, ça c'est pas possible. Donc ce que ça veut dire, c'est que l'hypothèse d'une réaction, de la réaction de masse, on ne pouvait pas l'écrire tout simplement parce qu'il y a un des réactifs qui a disparu du réacteur, c'est le CaCO3. Donc à l'équilibre, dans l'état final. Voilà, j'ai rédigé un petit peu. Donc dans l'état final, donc CaCO3 n'est plus présent, il a été entièrement consommé. Donc je peux écrire la conclusion, N de CaCO3 solide, c'est égal à 0. Quand je dis 0, c'est 0, hein, donc il a complètement disparu. Comme X vaut 0,1, donc je peux en déduire le nombre de moles de CaO, de chaud, et le nombre de moles de CO2 qui ont été produits. Je me rends compte que j'ai pas répondu complètement à la première question. On vous demandait la pression, donc je vais le faire dans un instant. Au niveau X et X, donc ça fait 0,1 mol de CO2 ainsi que de CO. Donc la question, j'y ai pas totalement répondu puisqu'on vous demandait la pression régnant dans le réacteur. Et donc on va simplement appliquer la formule des gaz parfaits. Il n'y a que cette espèce qui est gazeuse, donc c'est nRT sur V. N ça vaut 0,0219 fois 8,314 fois 1100 Kelvin divisé par le volume en mètres cubes. Et ça donne... Voilà, j'ai fait l'application numérique, j'encadre le résultat. P de CO2, ça vaut 20 000 pascal, ou si vous préférez, 0,2 bar. On vous demande également la pression dans le cas où
On a, dans l'autre cas, avec 100 litres, donc je reprends la même formule. nRT sur V. Donc cette fois-ci, N, ça vaut 0,1. 314 fois 1100 Kelvin. Divisé par le volume qui cette fois-ci vaut 0,1 litre. Et je trouve 9150 pascal, donc ça vaut 0,09 bar. Donc c'est une pression quand même qui est très faible. Votre enceinte, elle est en dépression. Donc elle a intérêt à être assez solide pour pas s'écraser sur elle-même. C'est ce que je vous disais au tout début. Ce genre de réacteurs, ils doivent être assez costauds. Donc normalement là j'ai répondu à la question. Quelle pression réunion dans le réacteur? On prendra. Ok. Là aussi la valeur de RT qu'on vous donne, c'est pour faire des applications numériques sans calculatrice. Donner l'allure de la courbe de réacteur en fonction de son volume variable. Donc on va tracer un petit graphe. Alors pour faire ce tracé là, je vais considérer deux cas. Le cas où on a un équilibre, c'est-à-dire qu'il va rester du CaCO3 dans l'enceinte, et puis le cas où le CaCO3 est complètement épuisé. Et donc je vais calculer le volume où cela se produit. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre la question d'avant, et je vais calculer le volume qui donne exactement 0,1 mol. C'est-à-dire que c'est lorsque le dernier grain de CaCO3 disparaît. Je calcule ce volume-là. Donc je le fais ici. X max, c'est 0,1, puisqu'il y a 0,1 mol. Et d'après cette formule-là, K0, P0, V sur RT, K0, P0, le volume limite, on va dire, sur RT. Donc j'en déduis le volume limite en question. Donc je sais que c'est entre 10 et 100 litres, parce qu'à 10 litres, il y a encore du CaCO3, à 100 litres, il n'y en a plus. Donc ça me permettra de vérifier mon calcul. Donc c'est 0,1 fois RT sur K0, P0. Je détaille l'application numérique. 0,1 fois 8,314 fois 1100 Kelvin, divisé par 0,2, c'est la constante, fois 100 000. Pascal. Voilà. Donc ça donne, voilà, je trouve 0,046 mètres cubes, donc c'est égal à 46 litres. Voilà, c'est à peu près, qu'on fait un plein, c'est à peu près ça, c'est 46 litres, c'est un volume qui est déjà assez important. Donc ce volume-là, je vais le placer sur mon graphe, et je vais mettre le volume en litres. Et la pression, je vais la mettre en pascal. Je précise les unités. Au-delà de ce volume limite, où le CaCO3 est complètement épuisé, je peux regarder cette formule-là. Comme le CaCO3 est épuisé, la quantité de CO2, c'est toujours 0,1 mol. Donc la température, elle n'a pas changé, R, ça ne change pas. Donc la pression de CO2, en fait, varie en 1 sur V. Donc à partir de là, j'ai une courbe toute simple qui ressemble à une hyperbole. Alors on va dire, ça fait quelque chose qui ressemble à ça. En 1 sur V. Enfin, c'est en une constante. Peu importe la constante. Sur V. Et pour 100 litres, je peux calculer la pression correspondante pour 100 litres.
Comme ça me permet de graduer mes axes. Voilà, je trouve une pression de 20 000 pascal. Alors 20 000 pascal, normalement, ça doit vous dire quelque chose, parce que c'est la pression en fait qu'on a obtenue au tout début. Et en fait, le tracé va être assez simple, parce que tant qu'il y a du CaCO3, et d'après la relation, je vais vous la remontrer, c'est la première question. D'après cette relation-là, la pression de CO2, en fait, elle est constante. Tant qu'il y a du CaCO3, la pression de CO2, elle est fixée. Et elle vaut 20 000, à peu près 20 000 pascal. Donc, on a ceci. Donc, on peut... Là, je vais mettre en gras le tracé. Voilà, je vérifie juste un truc. Voilà, tout va bien. Donc normalement, je réponds à la question donner l'allure de la courbe de variation en fonction de son volume variable. Donc là, je pense que j'ai répondu à la question. Donc je n'ai pas de question en dessous. Je passe à la suite. On s'intéresse à la solubilité du carbonate de calcium. Donc cette fois-ci, c'est la solubilité dans l'eau. Donc ce que je vais... Et cette question-là, elle est liée à une problématique actuelle, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux marins dont la coque est constituée de CaCO3. Et le problème, c'est que si vous changez le pH de l'océan, qui a été très stable en fait, le pH de l'océan, et actuellement il est en train de s'acidifier parce qu'il y a du CO2 atmosphérique qui est dissous dedans. Et le CO2 en fait ça acidifie l'eau de mer, et ça a tendance à fragiliser la coque de ces animaux. Alors, donc ceci dit, ce que je vais faire, c'est calculer la solubilité. Donc je commence par écrire l'équation bilan. Je fais le tableau d'avancement. Et je considère un volume de 1 litre. C'est la définition de la solubilité qui est rappelée, c'est le nombre de moles que l'on peut dissoudre dans 1 litre d'eau pure, parce qu'ici on néglige, on considère la solubilité dans de l'eau pure. Après on peut aussi considérer la solubilité dans un solvant qui contient déjà des espèces ioniques. Je vérifie juste quelque chose. Voilà. Ce que je vais faire, c'est mettre juste la quantité qu'il faut, donc la solubilité justement, pour que lorsque tout s'est dissous sauf un grain, c'est pour ça que je mets un plus, et du coup comme il va rester un petit peu de CaCO3, je pourrais écrire la loi d'action de masse, et quand j'écris cela, j'écris la définition de la solubilité. Ici on a 0 et 0 au départ, et ici du coup lorsque tout le CaCO3 a réagi, normalement il faudrait que j'écrive comme ceci, S moins X, X et X, et comme S moins X ça vaut 0, X ça vaut S, donc j'ai ceci. Et je peux écrire la loi d'action de masse à l'équilibre. Donc ça j'ai le droit de l'écrire parce qu'il reste un petit grain de précipité. Donc ce petit grain de précipité, il a l'avantage d'être là et d'être suffisamment petit pour qu'on puisse négliger en fait la quantité qu'il représente. Donc ça c'est un petit détail mais important quand même. Et j'écris la constante d'équilibre qui vaut 10.8,4, c'est S sur V qui vaut 1 litre fois S sur V sur l'activité d'un solide qui vaut 1. Donc en fait c'est S carré. Quand vous faites ce petit calcul là, il y a une hypothèse derrière. En général il n'y a pas de problème, elle est toujours bien vérifiée, c'est que on néglige toute variation de volume. Parce que quand je mets le CaCO3 dans l'eau, ce qui peut se passer,
c'est que le volume de la solution change. Il change tout simplement parce que j'ai rajouté de la matière. Et ce qui peut arriver également, c'est qu'à force de rajouter des espèces ioniques, vous pouvez changer la densité du solvant. Ce que je fais là, cette approche-là, ne marcherait pas si je m'intéressais à la dissolution du sel de cuisine, NaCl. Parce que la quantité de sel qu'il faut mettre pour arriver à saturation, elle est très très importante. Et dans ce cas, on ne peut pas négliger la variation de volume. Elle est assez importante. Donc dans ce cas-là, on va voir que ça va bien marcher parce que la quantité de S qu'on va trouver, elle est toute petite. Je continue mon calcul, tout simple, hein. S c'est racine de K. C'est racine de K. Et donc ça vaut 10 puissance moins 4,2. Alors si on fait le calcul, je crois qu'il y avait une indication qui était dans l'énoncé sur 10 puissance moins 0,2. Mais moi je vais utiliser la calculatrice. Alors je trouve 6,3 fois 10 moins 5. Mol. J'encadre le résultat, puisque ça correspond, puisque je réponds à la question. Hein. Et quand on compare avec la valeur qui est donnée, c'est 2 10 moins 4, donc c'est quasiment 3 fois plus. Donc là, il y a évidemment un problème, et l'explication en fait est très très simple. C'est lorsque le CO3 de moins là, il se retrouve en solution aqueuse, en fait il ne reste pas CO3 de moins. Une partie va capter des H+ qu'il y a dans l'eau et devenir donc CO3 de moins. Ça devient HCO3 moins qui devient H2CO3. Ah, ça c'est en captant des H+ dans l'eau. Et ce processus, des H+ dans l'eau. Ce processus, ça diminue en fait la concentration de CO3-. Et du coup, si je regarde la loi d'action de masse, si je diminue ce truc-là, en fait, s'il est consommé par un autre processus au fur et à mesure de la dissolution, en fait, ça diminue ce truc-là et ça va avoir tendance à déplacer l'équilibre dans le sens de plus de dissolution de carbonate de calcium. Tout simplement. Donc ce processus diminue la concentration de CO3 de moins. Et cela déplace l'équilibre dans le sens de la dissolution de CaCO3. Voilà, donc j'ai rédigé la réponse. Dans la question 6, on est très qualitatif. Alors montrer, pareil dans la question 7, hein, et en fait j'ai déjà répondu. Lorsque vous diminuez le pH, en fait, vous allez favoriser les espèces qui contiennent des H+. Et du coup, ça va diminuer d'autant la concentration de CO3 de moins et favoriser et déplacer encore plus l'équilibre dans le sens de la dissolution de CaCO3. Donc il y a juste à rédiger ça. Voilà, j'ai rédigé la réponse et on arrive finalement à les deux dernières questions, en fait, où on va montrer carrément, cette fois-ci on est quantitatif, hein, on va faire des calculs, on va établir l'expression de la solubilité du carbonate de calcium en fonction du pH. Donc ce que je vais reprendre, c'est la loi d'action de masse. Donc à l'équilibre, on avait obtenu que la constante K, c'est la concentration de Ca de plus fois la concentration de CO3 de moins. Et la solubilité, ça c'est ce qui est nouveau, ça vaut Ca de plus
Mais ça vaut aussi CO3 plus HCO3- plus H2CO3. Donc là, je vais expliquer un petit peu cette formule-là. Au départ, donc si je reprends la... je vais dire... Oui, voilà. C'est ce que j'ai marqué ici. J'avais dit que la concentration de Ca2+, enfin la quantité de matière de Ca2+, et de CO3-, c'est la solubilité. Le problème, c'est que ça, c'est au tout début. Ce qui va se passer, c'est que le CO3-, il va réagir avec l'eau pour former HCO3- et H2CO3. Et donc, ce que j'ai écrit là, c'est simplement la conservation du carbone qui est contenu dans CO3-. Hein, au départ, tout était sous forme CO3-, mais petit à petit, une partie est devenue HCO3-, et puis de nouveau H2, et puis en captant un H+ supplémentaire, H2CO3. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit là. Finalement, c'est la conservation du carbone contenu dans ces CO3-. Donc du carbone dans CO3-. Et donc si j'ai exprimé la solubilité du carbonate en fonction des concentrations, des ions et des dérivés. Alors ici, quand j'écris cette équation, il faut faire attention parce que S c'est en mol et les concentrations sont en mol par litre. Donc ça, il faut faire attention. Et ça marche, en fait, il n'y a pas de problème parce que on a 1 litre de solution. Donc ça, c'est à préciser. Le volume, c'est 1 litre. Du coup, les concentrations au nombre de mol, c'est pareil. Une fois que j'ai écrit cela, je vais pouvoir écrire la solubilité en fonction du pH. Cette question 9, elle est un petit peu délicate. Elle est faisable, mais un petit peu délicate quand même, parce que là, il y a un petit peu plus de calcul. Je vais écrire la loi d'action de masse pour CO3-. Donc je vais... De toute façon, quand vous êtes dans ce cas-là, vous n'avez pas trop le choix, en fait, parce que quand on vous donne un équilibre, il n'y a pas... Enfin, si vous ne savez pas quoi faire, écrivez la loi d'action de masse, c'est toujours ça de fait. L'activité de l'eau qui est un solvant, c'est 1. Ensuite, j'ai HCO3- sur CO3 de moins et H3 que je vais mettre H+, pour simplifier. Je fais la même chose avec le deuxième équilibre, donc K2. Ça vaut donc l'activité de solvant eau, c'est 1 fois H2CO3 sur HCO3- H+. Donc j'ai écrit les deux lois d'action de masse. J'ai cette équation là. Donc je rappelle on a la solubilité, c'est Ca2+, et c'est aussi CO3-, plus HCO3-, etc. Et il y a une troisième loi d'action de masse, qui est toujours dans le rappel, c'est que la constante K, c'est Ca2+, fois CO3-. Ça correspond à cette... lorsque je l'ai écrit ici, j'ai directement remplacé la concentration de Ca2+ et CO3-, mais c'est bien K égale Ca2+ fois CO3-. Donc du coup j'ai toutes mes équations là, j'en ai 4. Et mon objectif c'est de calculer
S en fonction de la concentration de H+, et la concentration de H+, à la fin, j'écrirai que c'est 10 puissance moins pH. Donc à partir de là, c'est que du calcul. Donc il faut, et c'est bon, il faut essayer de ne pas se tromper. Alors, quand vous avez ce calcul à faire, donc l'objectif c'est d'avoir S, hein, pas de perdre de vue l'objectif de vue, et je vais éliminer au fur et à mesure les grandeurs. Hein, donc c'est, par exemple, CA2+, ça m'embête. Donc ce que je vais dire, c'est que CA2+, c'est K sur CO3 de moins. Alors je vais pas le faire tout de suite, parce que l'ordre dans lequel on va éliminer toutes les variables qui m'embêtent fait que les calculs seront plus ou moins longs. Hein, et donc l'idée c'est quand même de... Voilà, on va aller du point A au point B, on va dire. Hein, donc il y a un début, le début il est là, c'est cette équation. Le point B c'est la fin, c'est S égale en fonction du pH et que de grandeur connue. Et suivant la façon dont on va éliminer les variables, et ben, le calcul va être plus ou moins élégant, plus ou moins rapide. C'est en gros le choix entre le raccourci et puis un chemin qui est plus long, mais qui va quand même mener au résultat. Donc quand on est habitué à ce genre de calcul, ce qu'on peut faire, c'est ça. On prend le HCO3-, et on peut le remplacer là-dedans. Enfin, se débarrasser du HCO3-, que je vais remplacer ici, et que je vais remplacer ici. Et une fois que j'aurai fait ça, dans un deuxième temps, donc ça c'est le premier temps, dans un deuxième temps, ce que je vais faire, c'est que H2CO3, je vais le remplacer ici. Et quand j'ai fait ça, eh ben, j'aurai plus que du SO3 et du CA2+, et la fin du calcul va être assez facile. Donc ça c'est dans un deuxième temps. Je vais faire ça. Donc démarrons les calculs. Je vais isoler HO3- dans cette équation et je remplace, donc ça fait le système devient K2 égale 1 sur, le 1 je ne le mets plus, H2CO3. HCO3- ça vaut, donc là je vais peut-être faire le calcul au brouillon là. Donc je me sers de la marge comme brouillon. Ça vaut K1 CO3- H+. Voilà. Donc ça, je remplace, ça fait K1 CO3 H+ au carré. Parce qu'il y avait déjà un H+ présent, donc j'en rajoute un. Ensuite, je remplace également dans les autres équations. Alors, pour éviter de... Il y a un truc qu'il faut quand même éviter, c'est ce que je viens d'écrire là, c'est d'écrire des égalités qui se suivent. Parce que, pour une raison toute simple, c'est que quand on regarde ça, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule équation. En réalité, il y en a deux, parce qu'il y a deux signes égaux. Donc je vais séparer les deux. Bon, ça peut paraître un détail, mais il y a tellement d'occasions de faire des erreurs de calcul que il vaut mieux être un petit peu rigoureux, hein, peut-être un peu trop, dans la façon de les mener. Hein, une ligne correspond à une égalité. Et enfin, j'écris la dernière équation que je recopie parce qu'il n'y a pas HCO3- dedans. Voilà. Et du coup, ça, j'en ai plus besoin. Bon, si je vais le laisser, tiens. Dans une copie, voilà, ça c'est le truc que vous faites au brouillon. Et je vais continuer mon calcul. Donc cette fois-ci, je vais me débarrasser de HCO3, H2CO3. Donc je continue mon calcul. Alors pour continuer mon calcul, je vais faire un copier-coller. Voilà, donc ça c'est le truc que vous ne pouvez pas faire vous. Donc cette fois-ci je vais isoler
H2CO3 dans cette équation. Ça vaut K2, K1, CO3 de moins, H plus au carré. Et ça donne, donc S, ça vaut Ca2+, donc ça, ça ne change rien. S, ça vaut CO3 de moins, plus K1, CO3 de moins, donc je recopie le deuxième terme. Et enfin, le H2CO3, donc c'est K2 fois K1, CO3 de moins, fois H plus, au carré. Et enfin, la dernière équation. Alors vous remarquez que à chaque fois que j'élimine une grandeur, il y a une équation qui disparaît. Hein, et donc je sais qu'à la fin, je n'aurai plus qu'une équation, en fait c'est S égale. Hein, donc je sais que je vais dans la bonne direction. Parce que les nombres d'équations diminuent au fur et à mesure. Et maintenant, je vais remplacer... alors, ce que je peux faire, ça c'est important, c'est une petite réécriture de cette équation-là. Je vois que CO3 de moins, je peux le mettre en facteur. Ça fait 1 plus K1 fois H, plus en concentration, plus K1, K2, H plus au carré. Et ce que je vais faire maintenant, c'est le Ca2+, le remplacer là-dedans, et le CO3 de moins, le remplacer là-dedans. Comme ça, en faisant ça, je me débarrasse de tout ce qui m'embête, et à la fin, une fois que je me suis débarrassé de tout ce qui m'embête, il reste que ce que je voulais garder en fait. Et donc ça donne K égale petit s fois petit s sur plus K1H plus en concentration plus K1 K2 H plus au carré. Et comme je veux S, j'ai plus qu'à isoler S dans mon calcul. Donc j'ai S carré qui vaut S carré qui vaut K fois 1 plus, donc je recopie les trois termes, K1, K2, H plus au carré, et finalement S ça vaut racine de tout ça. Voilà, je recopie une dernière fois. Donc ça me donne cette expression. Alors, on peut encadrer le résultat. Et ce qu'on fait habituellement en chimie, comme les grandeurs S sont souvent très petites, pareil pour H+, ce qui est préférable, c'est de tracer non pas S, mais P de S. Un peu comme le pH. On ne parle pas de H+, mais du pH. P de S, pH, donc c'est moins log. PS, c'est moins log de S. pH, c'est moins log de la concentration de H+. Donc ce que je vais faire, c'est... donc je continue mon calcul. Donc... et ce qu'on va remarquer également, c'est que lorsqu'on va tracer P de S, en fait, on va faire apparaître des droites. Ça aussi, c'est un truc qu'on sait quand on l'a fait plusieurs fois. Et ça justifie ce choix-là. Donc P de S, ça vaut moins log de S. Hein, l'opérateur P, c'est moins log 2. Donc c'est moins log d'une racine. Donc je recopie la racine qui est là. Et j'utilise des propriétés des logs, puisque le racine c'est exposant à 1,5, donc ça fait moins 1,5. Ensuite j'ai un produit, donc ça fait log de K.
plus log de 1 plus K1 fois 10 puissance moins pH, donc c'est là que je fais intervenir le pH, plus K1, K2, 10 exposants, moins 2 pH. Alors vous allez me dire, finalement je troque un truc qui est pas terrible au niveau de l'expression, il y a une racine, puis il y a sous la racine un polynôme en h plus au carré. Finalement je troque ça pour une équation qui est pas terrible non plus, mais en fait pas du tout, parce que ce qu'on peut remarquer, c'est que suivant la valeur de pH, parmi les trois termes qui sont dans cette parenthèse, ils vont être, il y en a toujours un qui est négligeable, enfin il y en a un qui domine les deux autres. Pour pH acide, ça va être un terme qui va dominer les deux autres. Pour un pH intermédiaire, ça va être un autre terme, et puis pour un pH basique, ça sera un troisième terme. Et du coup, ça va énormément se simplifier. Donc faisons cette petite étude. Si je prends pH faible, alors ça ne veut pas dire grand chose. On va dire pH vraiment petit, hein, donc pH faible, donc je vais me placer un peu le cas extrême, donc je prends pH égale 0. Et si on fait une petite application numérique, donc pH égale 0, ce que je vais me rendre compte, c'est que ce terme-là, K1 fois K2, il est très très grand. Les valeurs de K1 K2 sont données ici, hein, donc c'est K1 fois K2, j'arrive à 10 puissance quasiment 17. Donc à pH faible, en fait c'est ce terme-là qui va dominer. Et lorsque je vais travailler à pH intermédiaire, alors, donc là je vais pH intermédiaire, allez je dis pH 7, 8. Donc je fais le petit calcul. Donc si je prends pH 7, ça fait 10 puissance 17 fois 10 puissance moins 14, donc ça fait environ, ce terme-là, il vaut environ 1000. Donc je vais effacer ce truc-là. Donc ça vaut 1. Donc ce terme-là, il est complètement négligeable. Et si je regarde ce terme-là, donc les valeurs, K1 c'est 10 puissance 10,3. Donc ce terme-là, ah oui, il vaut aussi à peu près 1000. Donc pH intermédiaire, donc j'ai pris pH 7 comme ça un petit peu au hasard, donc ça va pas. Si je prends un pH intermédiaire, disons 8. En fait je sais pas c'est quoi le pH intermédiaire, hein, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Donc visiblement c'est plutôt pH 8. Donc si je prends ça, K1 fois K2 moins 2 fois 8 moins 16, ça vaut environ 10 du coup. Et ça vaut environ K1 c'est 10 puissance plus de 10, donc c'est plutôt égal à 100. Donc finalement, au pH intermédiaire, donc c'est autour de pH 8, c'est ce terme-là qui va dominer. Donc je pourrais enlever les deux autres. Et pour les pH grands, donc je l'écris en jaune, donc pH grand, je vais forcer le trait, hein, je prends pH égale 14. Et si je prends pH égale 14, ici, ce terme-là va être complètement négligeable, puisque là, si je prends pH égale 14, là j'ai 10 puissance moins 28, donc fois K1, K2, ça va donner quelque chose de tout petit. Si je prends 10 puissance, donc 1 c'est 10 puissance 10 à peu près, 10 puissance, donc ça sera à peu près égal à un millième, un 10 millième, ça c'est complètement négligeable, donc c'est ce terme-là, cette fois-ci qui va dominer. Et du coup, l'expression va vraiment se simplifier. Commençons par faire le calcul pour le pH faible. Ça donne pH égale moins 1,5 de log de K plus log, et je recopie uniquement le terme K1, K2 fois 10 puissance moins 2 pH. Et là, on utilise les propriétés des logs. Hein, le log de K1, K2,
il y a des fois, donc ça va se simplifier, donc ça fait moins 1,5 de log de k plus log de k1, k2. Je vais écrire en dessous. Et c'est pas pH, c'est P de S. Donc c'est moins 1,5 de log de k plus log k1, k2 et log de 10 puissance moins 2 pH, ça fait moins 2 pH. Donc ça fait quelque chose, en fait ce truc là, dans un diagramme PS en ordonnée et pH en abscisse, en fait c'est l'équation d'une droite. Donc on peut faire l'application numérique, hein, comme ça on peut calculer la pente et l'ordonnée à l'origine. Voilà, j'ai fait l'application numérique et je trouve moins 5,1 plus pH. Et je vais commencer à tracer un graphique où je vais représenter cette droite, sachant que je suis à pH faible. Donc je vais plutôt la représenter pour les pH petits. Et puis je vais faire la même chose pour les deux autres cas. Voilà, j'ai préparé le graphe, je l'ai gradué, j'ai nommé les axes, et je vais tracer la première équation, donc c'est moins 5,1 plus pH. Et je sais que c'est pour les pH plutôt faibles. Donc je démarre de moins 5,1 et j'ai une pente de 1. Donc ça donnerait quelque chose comme ceci. Donc lorsque je suis à pH 5, normalement je suis près de 0. Ça fait un truc, allez, pH 10, je suis à peu près comme ça. Voilà. Donc évidemment dans cette courbe-là, a priori c'est valable uniquement lorsque je suis à pH acide, hein, donc les faibles pH. Je m'occupe maintenant du cas intermédiaire. Le cas intermédiaire, je ne garde que le terme qui est au milieu, ça donne P de S égale moins 1,5 de log de K plus log K1 fois 10 puissance moins pH. Et lorsque on fait la même simplification que tout à l'heure, ça fait moins 1,5 de log de K plus log de K1 moins pH. On peut refaire l'application numérique, donc cette fois-ci le coefficient qui sera devant le pH c'est 1,5, donc la pente ce sera 1,5. Voilà, j'ai fait l'application numérique, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur pour la première courbe, c'est pas moins 5,1 mais moins 4,15. Voilà, bon, ça arrive de ce genre d'erreur. Là j'ai moins 0,95. Quand je corrige la courbe rouge, ça donne ça. J'ai tracé la courbe verte, donc là du coup je la trace sur toute l'étendue des pH, mais je sais bien que cette courbe verte n'est valable qu'au pH intermédiaire. Donc je sais déjà que cette partie de la courbe est pas bonne, donc voilà, après tout je pourrais déjà l'enlever. Je l'ai tracé parce que c'était pour... sinon j'aurais pas réussi à faire le tracé. Donc je sais également que cette partie de la courbe là, elle est pas bonne. Enfin je m'intéresse au dernier cas qui va être le plus simple. Donc c'est P de S égale. Donc sur les trois termes en fait c'est celui qui vaut 1 qui domine. Et log de 1 ça vaut 0, donc ça fait moins 1,5 de log de K. Donc il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Voilà, ça donne 4,2. Je trace la courbe. Donc 4,2, je suis à peu près ici. Ça donne ceci. Ah, mince. Ça donne ceci. Donc 4,2. Et bien sûr, j'enlève toute cette partie-là.
Je sais que ça ne correspond pas, la partie qui est là est à trop bas pH, hein, la courbe jaune n'est valable uniquement qu'à pH élevé. Et en fait, les lignes de démarcation, elles sont données par ces valeurs de pH, en fait. Et ce que vous remarquez là, quand je descends là et que je récupère la valeur, ici j'ai à peu près 6,4. Et lorsque je viens récupérer la valeur là, ici, je suis à peu près à 10,3. Donc évidemment, voilà, vous allez me dire comment je suis capable de, avec un tracé comme ça, de donner les valeurs 6,4 et 10,3. En fait, quand on a l'habitude de ces courbes-là, en fait, on doit retrouver ces valeurs-là, le 6,4 et 10,3, on doit les retrouver à la fin, et c'est ça qui fixe les lignes de démarcation. Et on verra un petit peu plus tard dans l'année que ces trucs-là, ce n'est rien d'autre que les pKa, des espèces acides, hein, puisque l'acide carbonique, il a deux acidités, de pKa 6,4 et 10,3. Et du coup, on peut tracer la courbe. Alors, la courbe, je ne vais pas la tracer pour les pH trop acides, parce que la solubilité qu'on trouve, elle est beaucoup trop importante. En fait, on va arriver à des cas où les équations qu'on écrit pour les activités chimiques des solutés, elles seront plus correctes, hein, parce qu'on va arriver à des concentrations qui sont trop importantes. Ce qui fait que la courbe que je vais commencer à tracer, on va dire à partir de ce pH là, et tant que je suis à pH acide, je vais suivre la courbe qui est là. Ensuite, je vais suivre la courbe qui est là. Et pour les pH élevés, je vais suivre la courbe qui est là. Et après, il y a juste à arrondir un peu la courbe. Bon, j'essaie au mieux le tracer. On arrondit un petit peu la courbe. Donc l'avantage de tracer PS en fonction du pH, c'est qu'on se retrouve à tracer des droites. C'est quand même plus facile que de tracer cette courbe-là. Hein, vous imaginez, si je vous avais demandé de tracer cette courbe-là, bon, ça se fait, hein, mais c'est quand même pas évident à faire. Et en plus, on va toujours arriver à des valeurs de S qui sont soit très très grandes, lorsque pH est faible, soit extrêmement petites. Donc finalement, on va tracer une courbe qui ressemblerait à ça. Donc je vais l'effacer tout de suite, hein. Mais si je traçais en fonction du pH, en gros, la courbe que je vais tracer, ça sera dans le coin du graphique, et on ne voit strictement rien. Donc l'avantage de l'opérateur P, c'est que en fait, on voit beaucoup mieux ce qui se passe. Donc la façon d'interpréter, c'est que quand le pH est basique, on dissout très peu de CaCO3. Hein, le pH des océans est à peu près à 8, donc à peu près ici. Et dès que le pH diminue, en fait, on arrive à dissoudre de plus en plus de CaCO3. Évidemment, c'est un problème pour tous les animaux marins dont la coquille est constituée de CaCO3. Normalement, quand j'ai fait ça, j'ai répondu à toutes les questions. La dernière question, c'est moi qui l'ai rajoutée, elle était posée différemment dans l'énoncé. Parce que là, franchement, c'est une question qui est difficile. Hein. La question 9, si vous arrivez à la faire de bout en bout, sans aucune aide, bravo, quoi. Voilà pour cette partie.